Bonjour les amis, je voudrais vous parler d'un paradoxe. La rhétorique, au sens strict, c'est une discipline qu'on aurait tous tout intérêt à aimer et à pratiquer. Parce que quand on parle de rhétorique, on parle d'une discipline qui est née avec la démocratie et pour la démocratie. La rhétorique, c'est un ensemble d'outils, de techniques et d'exercices qui ont été développés dans le cadre de la première expérience de démocratie directe, dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. Et donc la rhétorique, c'était une discipline dont la vocation était de permettre aux citoyens de participer pleinement à la vie civique, de participer pleinement à la vie politique, en créant des discours efficaces, des discours persuasifs sur les sujets, sur les causes qui leur tenaient à cœur. Mais pourtant, aujourd'hui, quand on entend parler de rhétorique, c'est presque exclusivement en des termes négatifs. Ce que nous sommes en train de voir poindre devant nous, c'est d'un côté une rhétorique constante de la dénonciation. Et je l'entends, elle nous pousse à agir, mais elle n'est plus suffisante. Nous n'en sommes plus à dénoncer, nous savons. Mais donc il y a une rhétorique de la dénonciation qui est là. Et à côté de ça, chez certains, un confort de l'inaction, une habitude qui est celle du cynisme. Et au milieu, il y a le groupe encombré, peut-être maladroit, de ceux qui essayent de faire. Et là, je vous mets Macron parce que c'est le dernier que j'ai repéré, mais tout le monde fait ça. C'est toujours la même histoire, c'est toujours la même vieille technique. On est en train de faire un discours, et puis pour faire passer notre discours pour un bon discours, on va dire que non, nous on fait pas de la rhétorique, c'est les autres qui font de la rhétorique. Nous on fait un discours de fait, on fait un discours d'action, c'est les autres qui sont dans le blabla. Et notre message à tous ceux qui ronchonnent en tournant en rond et en ne faisant rien, à ceux qui sont là réunis dans des arrière-salles fumeuses, à brasser leur grimoire et à disputer les virgules et les adjectifs, nous leur disons que la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Et le pire, c'est que cette technique, cette condamnation perpétuelle de la rhétorique, ça marche auprès du grand public. Parce que vous avez la majorité des gens qui n'ont jamais pratiqué sérieusement la rhétorique et qui sont convaincus que c'est mal et que c'est dangereux. Que quand on fait un discours, il faut surtout pas y aller trop fort, il faut surtout pas mettre d'émotion, parce que le grand risque, ce serait de manipuler les gens. Donc oui, on veut bien apprendre un petit peu la rhétorique, mais on veut l'apprendre pour décrypter, pour démystifier, pour déjouer les manipulations. Salut à tous et bienvenue dans Le Choix des Armes, l'émission qui décode les procédés rhétoriques favoris de chacun des principaux candidats à l'élection présidentielle de 2012. Voilà le décryptage, ça c'est bien. Par contre, faire un beau discours, faire un discours qui galvanise le public, ça non, ça c'est un truc de commerciaux, ça c'est un truc de politiciens. On vaut mieux que ça. Vous savez ce que j'en pense ? Ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas de renouveau de la démocratie avec juste un renouvellement du personnel politique. Si on veut qu'il y ait un renouvellement de la démocratie, il faut que nous, les citoyens, nous saisissions enfin cette incroyable chance que nous offrent les réseaux sociaux pour faire des discours persuasifs, pour faire des discours qui rassemblent, pour faire des discours qui créent des mouvements autour des causes qui nous tiennent à cœur. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette émission « Parle » et pas « Écoute-moi sagement décrypter ». Et c'est pour ça que je vais bientôt vous publier une série de vidéos orientées outils et exercices pour vous aider à passer à l'action. Mais pour ce faire, eh bien, il va falloir que vous vous débarrassiez de tous les préjugés sur la rhétorique. Il va falloir que vous assumiez pleinement de pratiquer la rhétorique. Et pour vous y aider, eh bien, je vais vous montrer aujourd'hui d'où viennent ces préjugés sur la rhétorique. Et puis je vais surtout vous montrer que ces préjugés sont très utiles, mais pas à vous. Dans l'épisode précédent, je vous avais conté les débuts de la rhétorique, son âge d'or en Grèce et sa mort à Rome, avec le passage de la République à l'Empire. Je voudrais qu'on reprenne notre voyage environ un siècle après la fin de la République romaine, parce qu'il y a là un document fascinant. En 102 après Jésus-Christ paraissait le Dialogue des orateurs de Tacite. Et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup parce qu'il permet de voir très concrètement le lien qu'il y a entre d'une part la dégradation des institutions démocratiques et d'autre part le dépérissement de la rhétorique. Je vais vous en lire deux extraits. Dans le premier extrait, Tacite nous montre à quel point les jeunes du temps de la République étaient compétents politiquement. Dès leur plus jeune âge, ils participaient aux assemblées délibératives, ils assistaient aux plaidoiries dans les tribunaux, et ils étaient très tôt capables de défendre une mesure politique, ou alors de contester ou de défendre une décision de justice.
Le jeune homme dont nous parlons, disciple des orateurs, élève du forum, auditeur des tribunaux, aguerri et formé par les épreuves d'autrui, connaissant les lois pour les entendre expliquer chaque jour, familiarisé d'avance avec la figure des juges, habitué au spectacle des assemblées populaires, ayant remarqué souvent ce que désirait l'oreille des Romains, pouvait hardiment accuser ou défendre. Alors que dans le monde que Tacite a désormais sous les yeux, il n'est plus attendu des citoyens qu'ils participent activement à la vie politique. D'acteurs de la politique, ils en deviennent les spectateurs. Alors bien sûr, ils continuent d'apprendre la rhétorique, mais une rhétorique qui est de plus en plus déconnectée des réalités juridiques et politiques. Maintenant, nos jeunes élèves sont conduits au théâtre de ces comédiens nommés rhéteurs. Nos enfants sont menés à ces écoles qui n'inspirent aucun respect. Tous ceux qui les fréquentent sont également ignorants. Quant aux exercices, ils vont en grande partie contre leur but. Deux sortes de matières sont traitées chez les rhéteurs, les délibératives et les judiciaires. Mais comme ils travaillent sur des sujets où rien ne ressemble à la vérité, on ne doit attendre qu'un style déclamatoire et faux. On discute des récompenses à offrir aux tyrannicides, des remèdes à la peste, de fils déshonorant le lit maternel, et toutes ces questions qui s'agitent chaque jour dans l'école, rarement ou jamais devant les tribunaux, sont discutées par les élèves en termes emphatiques. Plus les institutions se ferment aux citoyens, et plus la rhétorique qu'ils apprennent est déconnectée de la réalité. Et donc, on trouve ici une des premières sources de notre méfiance contemporaine à l'égard de la rhétorique. Parce que si on regarde bien, la période au cours de laquelle la rhétorique a eu vraiment une vocation politique, c'est finalement assez court. Parce qu'au Moyen-Âge et ensuite à la Renaissance, la rhétorique fut surtout pratiquée pour transmettre les dogmes religieux et puis pour divertir l'esprit de l'élite lettrée. Si bien que lorsque les révolutionnaires français sifflèrent la fin de l'Ancien Régime, ils étaient très remontés contre la rhétorique. Quand vous lisez les écrits des philosophes des Lumières, il n'est pas rare de tomber sur des condamnations de la rhétorique. Voici par exemple un extrait d'un article de d'Alembert dans l'Encyclopédie, qui est une des matrices de la pensée révolutionnaire. En rhétorique, on apprend d'abord à étendre une pensée, à circonduire, à allonger des périodes. On donne à ces discours le nom d'amplification, nom très convenable en effet, puisqu'il consiste pour l'ordinaire à noyer dans deux feuilles de verbiage ce que l'on pourrait et ce que l'on devrait dire en deux lignes. Et il y a une bonne raison à la défiance des philosophes à l'égard de la rhétorique, parce que la rhétorique qui leur est parvenue, c'est une rhétorique qui était déracinée de la politique. Et d'ailleurs, Voltaire nous donne un peu l'idée de ce à quoi pouvait ressembler une classe de rhétorique à l'époque. J'ai vu autrefois dans les collèges donner des prix d'amplification. C'était réellement enseigner l'art d'être diffus. Il eût mieux valu donner des prix à celui qui aurait resserré ses pensées et qui par là aurait appris à parler avec plus d'énergie et de force. Mais le paradoxe, c'est que si les intellectuels révolutionnaires étaient prompts à condamner la rhétorique et à faire l'éloge de la sobriété, ça ne les empêchait pas, quand ils montaient à la tribune, de déployer des trésors d'éloquence. Parce que la Révolution française, c'est phrase-choc sur phrase-choc. C'est Danton qui lance « Soyons terribles pour éviter au peuple de l'être ». C'est Marat qui déclame « Le moment est venu d'organiser momentanément le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois ». C'est Robespierre qui affirme « Je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive ». Si le citoyen fait son grand retour en politique, c'est armé de rhétorique, parce qu'il ne peut y avoir de politique sans rhétorique. La politique commence quand un citoyen se lève, monte à la tribune et essaie par son discours de disposer ses concitoyens à l'action. Mais ce qui est nouveau, c'est que si les révolutionnaires excellent dans l'art rhétorique, ils la pratiquent désormais avec une certaine mauvaise conscience. Et c'est une mauvaise conscience dont nous avons hérité et qui creuse un peu plus chaque jour le fossé entre des professionnels de la politique qui pratiquent la rhétorique sans l'assumer et des citoyens spectateurs qui se méfient de la rhétorique sans l'avoir jamais pratiquée. En 1885, ce bon vieux Jules Ferry supprimait la rhétorique des programmes scolaires. Et là encore, je comprends l'idée, parce qu'on nage en plein positivisme, et on est convaincu que sur toute question, soit on est dans la vérité, soit on est dans l'erreur. Et le système scolaire remplira son rôle s'il permet aux citoyens d'atteindre la vérité grâce à la logique. Et dans cette perspective, on soupçonne la rhétorique d'être une discipline qui risquerait plutôt de détourner les citoyens de la vérité. Le problème, et ça les Grecs l'avaient bien compris, c'est que en matière de politique, certes la vérité est importante, mais ce qui est vraiment important, c'est pas tant ce qu'on considère comme vrai aujourd'hui, c'est dans quel monde nous voulons vivre demain.
Et donc oui, bien sûr la logique c'est important et c'est nécessaire, mais ce qui est aussi important et nécessaire, c'est d'être capable d'imaginer des utopies, c'est d'être capable de faire des discours qui galvanisent nos concitoyens pour leur donner l'envie de les faire advenir. Et donc ce que la suppression de la rhétorique des programmes scolaires a fait en définitive, eh bien, c'est de creuser un peu plus le fossé entre les acteurs de la politique et ceux qui la contemplent. 1958, c'est pas à proprement parler un croisement de l'histoire de la rhétorique avec la grande histoire, mais c'est une date qui est importante dans l'histoire de la rhétorique comme discipline. En 1958, vous avez deux ouvrages qui paraissent. Vous avez d'un côté The Use of Argument de Stephen Toulmin, et de l'autre côté, vous avez le Traité de l'argumentation de Perelman et Olbrecht Iteka, un ouvrage qu'on connaît aussi sous le nom de la Nouvelle Rhétorique. Et donc, en toile de fond de ces deux ouvrages, vous avez le traumatisme des régimes totalitaires, et vous avez le sentiment que la logique seule ne permet pas de protéger les citoyens contre la propagande de masse. Et à partir de ce terreau commun, les deux ouvrages vont prendre des directions différentes. Dans le traité de l'argumentation, les deux auteurs cherchent à mieux documenter la réalité de l'argumentation. Parce que d'un côté, on a ce que nous dit la logique, d'un côté, on a cet idéal de ce que devrait être un discours et une argumentation, et puis de l'autre côté, il y a ce que les gens font en réalité. Et dans la réalité, il n'y a pas que du logos, il y a aussi de l'éthos et il y a aussi du pathos. Et donc, la nouvelle rhétorique, le traité de l'argumentation, ouvre la voie vers une rhétorique comme une discipline descriptive qui cherche à mieux comprendre la réalité des comportements argumentatifs. De son côté, Toulmin cherche aussi à partir d'une représentation réaliste des arguments pour nous donner les moyens d'identifier plus précisément les différents composants d'un argument et du coup les différents points où un argument peut dérailler. Je vous ai déjà parlé de cet outil ici, mais si vous voulez, ce qui est important, c'est que l'ouvrage de Toulmin a donné naissance à une nouvelle dialectique, dans le sens où, à sa suite, il y a tout un tas de chercheurs qui se sont intéressés à de nouvelles manières de détecter les sophismes, à de nouvelles manières d'analyser de façon critique l'argumentation. Et toutes ces recherches, elles se sont diffusées vers le grand public, elles ont imprégné la culture populaire, dans le sens où aujourd'hui, vous avez des armées de citoyens hyper vigilants, toujours prêts à détecter des sophismes et à démasquer des manipulations. Mais de son côté, le travail de Perelman n'a pas débouché sur une nouvelle rhétorique, dans le sens où il n'y a pas eu un renouveau de l'engouement des citoyens pour les outils qui permettent de créer des beaux discours, qui permettent de créer des discours efficaces, qui permettent de faire passer leurs concitoyens du commentaire à l'action. Le dernier temps de notre parcours, c'est le lancement en 2012 d'Eloquentia à l'université de Seine-Saint-Denis. Et donc Eloquentia, c'est un programme éducatif avec des formations à la prise de parole et des concours d'éloquence. Et c'est un point important parce que ça marque d'une certaine manière le retour en grâce, le retour sur le devant de la scène des arts oratoires. Et c'est une tendance que j'accueille avec l'enthousiasme de voir renaître chez chaque citoyen un désir de faire évoluer le statu quo, un désir de faire entendre leur voix, un désir de créer des mouvements autour des causes qui leur tiennent à cœur pour façonner un monde en accord avec leur conception de ce qui est juste, de ce qui est utile et de ce qui est beau. Le problème, c'est que Eloquentia, c'est pas Rhetorica. L'éloquence, c'est pas la rhétorique. Et que quand je vois le genre de performance que nous offrent les concours d'éloquence, quand je vois le genre de sujets qui sont traités, eh bien, je peux pas m'empêcher de penser à Tacite et ce qu'il avait à nous dire du genre de rhétorique hors sol qui s'était développé sous l'Empire. Non, nous gardons les pieds sur terre, nous sommes des réactionnaires. Bien contents que la société se mette à nos pieds, si toutefois elle peut les trouver sous nos chevilles enflées. Oui, j'ose le dire. Nous prenons... Oui, j'ose le dire, nous prenons notre pied à voir les autres à nos bottes. Le retour en grâce de l'éloquence va-t-il mener à un renouveau de la démocratie ? En fait, c'est vous qui décidez. C'est à vous de décider du genre de rhétorique que vous voulez et du genre de politique que vous souhaitez. Moi, pour ma part, j'ai essayé de vous décrire la situation. Les hommes politiques au pouvoir affirment tenir un langage de vérité, leurs opposants dénoncent leur rhétorique en déployant des trésors d'éloquence, et les citoyens se consolent de leur statut de spectateurs en applaudissant des décrypteurs. Il est temps maintenant que je vous passe le relais. Je vous ai parlé de ma discipline avec passion, il est temps pour vous de la prendre en main.
car au fond, elle est là l'évolution ultime de la démocratie. Des citoyens qui s'adressent à d'autres citoyens, des citoyens capables de se rassembler par les mots, des citoyens capables d'unir leurs forces pour apporter des solutions concrètes à des problèmes précis. Et pendant ce temps, en toile de fond, le tumulte des professionnels de la division et le ronronnement servile des vassaux qui commentent leurs petites phrases sans lendemain nous parvient maintenant comme un écho lointain, un murmure, un silence. J'ai parlé, c'est à vous.